Le rapport entre les aires protégées et la lutte contre le changement climatique, il est évident, mais peut-être pas évident pour tout le monde. Pour lutter contre le changement climatique, la priorité absolue, c'est de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, sachant que l'effet de serre, c'est un phénomène naturel sans lequel la vie n'aurait pas pu cheminer sur Terre. Sauf que nous, en saturant l'atmosphère de CO2, de méthane et d'autres gaz à effet de serre, on a accru les capacités de rétention de l'énergie sur Terre. Donc ce qu'il faut premièrement, c'est réduire nos émissions de gaz à effet de serre, sauf que le problème, c'est que nos émissions de gaz à effet de serre sont consécutifs de notre modèle économique qui a été dopé par l'utilisation des énergies fossiles. Donc, on comprend bien en disant ça que ça va être très difficile de réduire les émissions de gaz à effet de serre parce qu'il faut remettre à plat le modèle économique. Mais ce qui est difficile va devenir impossible si dans le même temps, les puits de carbone naturels, c'est-à-dire les endroits où la nature stocke naturellement, gratuitement depuis des millénaires, les gaz à effet de serre, au premier rang desquels le CO2, le gaz carbonique ou le méthane, que quand on déforeste, quand on dégrade les récifs coralliens, quand on dégrade les mangroves, qui sont des lieux où le méthane ou le CO2 sont stockés naturellement, quand on acidifie les océans qui stockent aussi le CO2, eh bien ça transforme du jour au lendemain des puits de carbone en sources de carbone. Voilà. Donc tout ça pour expliquer que si on ne mène pas les deux de front, on ne réussira pas. Donc ce sont des enjeux qui sont absolument indissociables. La problématique spécifique aux pays du Sud et émergents par rapport à ce qu'on connaît en Europe, ou en Amérique du Nord ou au Japon, est liée à deux choses. D'abord la configuration géopolitique locale et deuxièmement tous les aspects démographiques. Ça veut dire que conserver des grands singes, par exemple, effectivement face à une démographie galopante autour, c'est pas très facile, hein, même si une zone a été décidée auparavant. Et c'est trouver une harmonie entre la protection du milieu, une envie locale des populations d'y participer, et ce qu'on peut faire au niveau global, au niveau du monde associatif, hein, des grandes ONG qui veulent sauver les lémuriens à Madagascar, par exemple, ou bien les orang-outans à Bornéo. On ne peut pas travailler sans les populations locales, parce que ça serait complètement indécent. D'un autre côté, il faut leur amener des moyens qu'ils n'ont pas pour le faire, tout en permettant vis-à-vis d'eux un développement économique digne de ce nom. Donc il y a vraiment une chose très subtile à gérer. Je pense que le gros problème, c'est vaincre la cupidité qui ferait qu'on détruirait ces zones pour en tirer en fait de l'argent immédiat au détriment de la faune et des écosystèmes sauvages en fait. En matière d'action de la France vis-à-vis de ces zones protégées en zone de pays en voie de développement, il y a une double raison. D'abord, on a eu un rôle important sur leur développement à eux, puisqu'on a eu des colonies à une époque de notre existence. Donc on a contribué à la dégradation d'écosystèmes locaux. Donc on a un juste retour aujourd'hui pour leur permettre de retrouver une nature qui était là avant des activités économiques pas compatibles avec un développement environnemental normal. Deuxièmement, au niveau marin, la France a une responsabilité particulière parce qu'on a une gigantesque zone économique, on parle souvent de 11 millions de kilomètres carrés, c'est gigantesque. Et la France en plus a eu, je dirais, une technicité, une habitude, une série de méthodologies avec une excellente recherche fondamentale associée qui nous permettent de bien savoir ce qu'on peut faire à ce niveau-là en fait. On va dire qu'il y a peut-être une raison, c'est que l'histoire montre que quand la contrainte est imparable, l'improbable est possible. Et là, la contrainte est imparable.